Donc réparer, imaginer, rassembler, donc ce sont des questions qui peuvent concerner les problèmes économiques mais aussi les problèmes politiques, et donc nous sommes réunis maintenant pour pouvoir s'interroger sur la façon dont on va élire, la façon dont on élit nos représentants locaux, que ce soit pour les municipales ou les élections intercommunales. Et on pourrait en priorité aussi s'interroger pourquoi est-ce que dans les GECO qui permettent de se faire rencontrer des économistes et des acteurs du terrain, on se pose des questions sur des questions de politique. Et bien, en fait, on va voir que en économie, en sciences économiques, on a des outils qui permettent de poser différemment les questions, et ce sera une façon de contraster les différentes solutions qu'on pourra avoir. C'est aussi parce que nous avons un programme ANR, un ANR Citizens, qui nous réunit et dans lequel nous avons interrogé ce type de questions. Et donc, on voulait vous présenter les résultats que nous avions, auxquels nous étions arrivés. Et c'est donc en contrastant des résultats qui viennent d'économistes, de politistes, d'informaticiens, de gens du terrain qu'on va pouvoir discuter de tout cela. Et donc je vais vous présenter les différents intervenants de ces sessions. Donc dans l'ordre du tableau, donc outre moi-même, donc Jérôme Lang, juste ici, directeur de recherche au CNRS, qui est très connu pour ses travaux en théorie du choix social et les algorithmes en théorie du choix social, qui va pouvoir discuter de tout cela. Jean-François Lallier, également directeur de recherche au CNRS en sciences économiques, et très connu pour différentes choses, et notamment ses travaux expérimentaux sur les questions politiques. À ma gauche, Cédric Sabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, qui va pouvoir nous présenter à la fois les enjeux des communes rurales et son expertise sur le sujet, et le point de vue des élus ruraux. Et Mathieu Vieira, élu à la métropole de Lyon et qui par ailleurs a quelques connaissances pointues sur les questions électorales. Donc on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet, et juste voilà, moi-même, Antoinette Beaujard, professeure de sciences économiques à l'université de Saint-Étienne. Alors peut-être qu'on peut présenter les questions qui sont dans un contexte très large d'une démocratie qui a besoin d'être réinventée et réenchantée. On parle souvent de baisse de la participation, ce n'est pas toujours vrai dans les moindres détails, mais c'est moins vrai en tout cas dans les communes rurales, mais aussi un désenchantement, une sorte d'éloignement des électeurs ou des habitants, des résidents par rapport à leurs élus. Il y a beaucoup de polarisation. On a envie de trouver des solutions à tout cela, et il y a certainement énormément de causes. Il y a certainement énormément de contextes institutionnels qui devraient être observés. Nous, on va se concentrer sur une tête d'épingle qui est les modes de scrutin qui sont utilisés dans les élections intercommunales et municipales. Et c'est de ça que nous allons parler pendant cette session. Alors, on va voir que la première chose, c'est qu'il faudrait déjà nous rappeler comment est-ce qu'elle fonctionne et quels sont les modes de scrutin qui sont utilisés pour tout ça. Et là, vous allez tout de suite comprendre que ça peut générer déjà une certaine incompréhension de la part des électeurs et parfois même des élus, parfois même des spécialistes. Donc, je vais peut-être me tourner tout de suite vers vous, Cédric Sabot. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà un peu le contexte général des élections municipales, comment est-ce qu'elles se passent et comment est-ce que vous le ressentez ? Merci. Donc oui, Cédric Sabot, donc le directeur de l'Association des maires ruraux de France, d'où je parle de Lyon déjà, parce que c'est là que se situe notre siège national depuis pas mal d'années maintenant. On fédère dans un réseau d'associations départementales. C'est une dimension importante dans les débats qu'on aura tout à l'heure. Aujourd'hui, 13 000 communes rurales qui sont adhérentes. C'est une association, donc on adhère si on a envie, ce n'est pas une obligation légale. Et on travaille donc sur, c'est en gros à peu près un peu plus d'un tiers des communes rurales en France aujourd'hui, qui représentent 91% des communes en France, à peu près 32 000. Voilà ce contexte-là. Il y a, pour répondre techniquement dans un premier niveau de réponse, comment ça fonctionne les élections, il faut avoir en tête qu'il y a
pour les communes rurales, pour ce spectre-là assez vaste de communes rurales, il y a 2 modes de scrutin pour les élections municipales. Une pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est près de 9 millions d'électeurs, qui sont gérés par un scrutin à 2 tours plurinominal sur lesquels je reviendrai un petit peu dans les détails. Et l'autre partie, depuis la loi de 2013, du 17 mai 2013, qui abaisse le seuil du scrutin de liste, c'est-à-dire ce sont des listes complètes qui sont proposées à l'électeur. Et là, on retrouve un modèle plus classique de scrutin majoritaire. C'est une évolution qui a eu lieu, donc, je le dis, en 2013, donc quasiment moins d'1 an avant le renouvellement de 2014, et qui, de fait, a beaucoup perturbé l'écosystème local, puisque sur cette sphère-là, ça doit être à peu près 6700 communes qui ont basculé dans un nouveau mode. Ça renvoie à d'autres mécaniques. Construire une liste, ce n'est pas la même chose que d'avoir des candidatures, même si elles peuvent être groupées sur les communes rurales. Donc, voilà. Juste, je vous coupe sur cette loi de 2013 qui a été en vigueur dès 2014. La différence qu'il y avait, c'était que la limite n'était pas à 1000, mais auparavant, elle était à 3500 habitants, c'est ça. Et il y avait un débat, j'allais dire, entre associations d'élus, et ce qui est peut-être l'un des problèmes principaux, c'est que ça n'était qu'entre associations d'élus. Et la nôtre, depuis le début, même si c'est un avis qui veut dire majoritaire et pas unanime, on plaide, nous, pour le fait d'avoir un scrutin de liste dès le 2e habitant. C'est en gros pour toutes les communes. Sinon, c'est difficile de faire des listes et encore moins paritaires. Donc cette question-là, c'est un combat. Et donc le législateur, à l'époque, avait essayé de faire à 500. Et d'autres associations d'élus étaient sur un seuil à 1500. Ça ne change pas grand-chose en termes d'effectifs de communes concernées, mais c'était, comme d'habitude, un rapport de force politique. Et donc, le Parlement, dans sa logique de trouver un point d'équilibre, a coupé la poire en deux. Et donc, c'est devenu 1000. Donc, ça, je vous dis, à peu près 6700 communes qui ont basculé dans un nouveau mode de fonctionnement. Donc, si je résume, il y a 2 régimes pour ces élections municipales, que vous soyez à moins de 1000 habitants, en plus de 1000 habitants, et donc ça fait une différence. Et vous militez plutôt sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul régime, finalement, et que vous soyez tous... Oui, à la fois parce que la République est une et indivisible, et d'autre part, le mode de scrutin à moins de 1000 est vécu par beaucoup de nos élus, et donc essentiellement les maires, mais pas que, comme étant un mécanisme un peu infantilisant. Alors, ils appellent ça, eux, trivialement, le tir au pigeon, c'est-à-dire que il y a eu un progrès dans la loi de 2013, c'est que quelque chose qui paraît évident comme ça, mais qui n'était pas inscrit dans la loi, c'était l'obligation d'être candidat. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes où vous pouviez avoir des voix sans être candidat. Et comme on sait que la mécanique politique locale, parfois pénalise celui qui a un peu de courage, et il arrive souvent que celui qui a envie d'être maire soit celui qui a le moins de voix dans les mécaniques, parce que c'est lui qui a pris des décisions impopulaires, qui a refusé un PLU, un permis de construire, qui a essayé de faire le réseau d'assainissement, etc. Et donc forcément, il a embêté un peu l'écosystème local. Donc d'où cette nécessité pour nous d'avoir quelque chose qu'on résume par une formule toute simple, c'est de dire c'est une commune, une équipe, un projet. Sinon, vous êtes sur le modèle donc, actuel pour les communes de moins de 1000, où vous pouvez vous retrouver élu, j'allais le dire comme ça, avec n'importe qui, en tout cas pas forcément avec une logique de projet, et ce qui fragilise tout simplement la mécanique politique locale de pouvoir développer des choses autrement que dans une forme de prise d'initiative quasi individuelle, quoi. Merci. Donc le jour où on va voter pour les municipales, en fait, on vote simultanément pour une 2e élection qui sont les élections intercommunales. Mathieu Vieira, vous pourrez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce que ça fonctionne peut-être différemment s'il s'agit des petites communes, des métropoles, du cas particulier de Paris, Lyon, Marseille, ou est-ce que Lyon est spécifique ? Oui, alors c'est un vaste sujet parce que donc il y a plusieurs cas à distinguer. Il y a tout d'abord effectivement le régime des intercommunalités, je dirais classiques, qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunaux. Et pour ces EPCI, on est calqué en fait sur le scrutin municipal. C'est-à-dire que donc la commune dispose d'un certain nombre de sièges pour quasiment toutes les intercommunalités, lorsqu'on est à moins de 1000 habitants dans la commune, on n'a qu'un seul siège. Et donc, généralement, c'est le maire qui va y aller. Dans les communes qui dépassent les 1000 habitants,
La particularité qui est aussi arrivée d'ailleurs avec la loi de 2013 de mémoire, puisqu'avant c'était au sein du conseil municipal, et à partir de 2013, on a dit que ce seraient des candidats qui seraient fléchés sur le bulletin de vote municipal. C'est-à-dire que lorsque vous allez voter pour une liste au municipal, en parallèle, vous voyez candidat au conseil communautaire. Et si cette personne est candidate, eh bien, donc il y a un certain nombre de candidats par rapport au nombre de sièges dont dispose la commune au sein du conseil de l'EPCI. Et la liste, à ce moment-là, on fait de la même manière, c'est-à-dire que la liste qui remporte obtient la majorité des sièges, et ensuite on fait la proportionnelle, et les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. Ordre de présentation qui doit être identique à celui des municipales, mais où les candidats ne sont pas forcément les mêmes. Je m'explique. Si vous avez par exemple, donc vous avez votre liste ordonnée avec 15 candidats, vous pouvez avoir le 1, le 4 et le 7 par exemple qui vont être candidats au conseil communautaire. Ce n'est pas obligé que ce soit 1, 2, 3. Par contre, on garde bien l'ordre, le même ordre que dans l'élection municipale. Donc ça, je dirais que c'est pour les EPCI, tous les EPCI de France, à l'exception de la métropole de Lyon, parce que la métropole de Lyon donc, a un statut spécifique et n'est pas en fait une intercommunalité. C'est là la grande difficulté, je dirais, de compréhension, c'est qu'on a appelé métropole des choses qui sont différentes juridiquement parlant. Vous allez à Saint-Étienne, Saint-Étienne métropole est un EPCI, c'est-à-dire que ce sont les communes qui composent Saint-Étienne métropole qui ont décidé de déléguer leurs compétences, et il y a donc des élus de ces communes. La métropole de Lyon est devenue, depuis 2015, une collectivité à statut particulier qui a remplacé sur l'ensemble de son périmètre à la fois ce qu'on appelait auparavant le Grand Lyon, la communauté urbaine, qui était un EPCI, mais également le département du Rhône. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Lyon, en 2021, et dans les 58 communes autour, j'inclus aussi les 58 communes, parce qu'étant moi-même élu d'une des communes périphériques, c'est important. Ce n'est pas que Lyon, mais Lyon et les 58 communes autour. Eh bien, vous n'avez pas eu, en 2021, d'élections départementales. Vous avez eu uniquement les élections régionales. Et ça, c'est toute la spécificité de la métropole de Lyon, c'est-à-dire que la métropole de Lyon est devenue collectivité à statut particulier, et aujourd'hui, l'élection à la métropole de Lyon, c'est un suffrage universel direct. C'est-à-dire que peut-être certains ou certaines d'entre vous l'ont vécu en 2020. Vous aviez 2 urnes, 2 bulletins, et vous aviez des listes qui étaient parfois différentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous n'avez plus de cumul possible entre le mandat de maire et le mandat de président de la métropole. Là où auparavant c'était possible, on a connu... pour beaucoup d'entre vous qui êtes là et d'entre nous qui sommes là depuis plusieurs années à Lyon, moi j'ai longtemps connu Gérard Collomb, maire de Lyon, président du Grand Lyon et de la métropole. Aujourd'hui, cela n'est plus possible juridiquement parlant parce que la métropole en fait a remplacé quelque part le département avec également les compétences d'une intercommunalité. Et donc, ce suffrage... Alors, c'est de là d'ailleurs que découle le suffrage universel direct. C'est-à-dire que comme c'est une collectivité territoriale de plein exercice, la Constitution exige qu'il y ait un suffrage universel direct. On ne peut pas faire une élection indirecte comme ça se passe dans les autres intercommunalités. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2020, il y a eu une élection métropolitaine en même temps que l'élection municipale. Et alors, l'élection métropolitaine, en plus, pour complexifier un petit peu les choses, elle se passe du coup aussi au scrutin de liste, comme les municipales, mais elle se passe non pas à l'échelle de la métropole, mais à l'échelle de circonscriptions. Circonscriptions qui, alors, soit découpent Lyon. Il y a du coup plusieurs circonscriptions au sein de Lyon, Lyon-Est par exemple qui regroupe une partie du 3e arrondissement, Lyon-Sud qui est en gros le 7e arrondissement, je ne vais pas toutes les faire, ou alors qui regroupe plusieurs communes, comme par exemple la mienne, Rhône-Amont, donc qui est Vaux-en-Velin, Dessines, Mézieux, Jonage. Et donc au sein de ces circonscriptions, vous avez un nombre de sièges qui sont alloués, au total il y a 150 sièges dans la métropole de Lyon. Il y en a 12, par exemple, dans ma circonscription Rhône-Amont. Et la liste arrivée en tête, comme au municipal, obtient 50% des sièges dans sa circonscription, le reste étant réparti à la proportionnelle. Et donc, c'est l'addition de ces résultats des 14 circonscriptions qui donne la composition du conseil métropolitain.
Voilà, je m'arrête là, peut-être sur le technique, et puis on rentrera peut-être après dans l'analyse politique des conséquences de ce tout ça. Donc déjà, si on résume, il y a un cas très particulier qui est le cas de Lyon. On va revenir aussi sur les autres EPCI, sur les autres intercommunalités. Peut-être, est-ce que Cédric Saveau, vous pourriez nous rappeler exactement comment est-ce que ça fonctionne dans les autres cas, c'est-à-dire que si je suis électeur d'une commune rurale, comment est-ce que je vote pour les représentants intercommunaux et comment est-ce que je sais qui va être élu, le principe de l'ordre du tableau, vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, ça, c'est pareil. Sur les moins de 1000, c'est dans l'ordre du tableau, le maire, puis le premier adjoint, etc. Et sur les plus de 1000, c'est comme tu l'as dit, c'est désigné, donc c'est spécifiquement précisé. Ça peut être le premier, le quatrième, le 12e, etc. C'est le nombre équivalent au nombre de places octroyées par le calcul à chaque commune. Donc ça, c'est assez, pour le coup, c'est assez classique et c'est assez lisible et assez accepté. Je crois qu'il y a une étude de notre collègue là, d'Intercommunalité de France là, qui a fait un petit sondage auprès des présidents de PCI aujourd'hui, qui globalement ils sont plutôt satisfaits du mode de désignation. Parce que vous me posiez la question comment ça se passe dans les intercos, la première réponse qu'on est fondé à dire, indépendamment du mode de scrutin, c'est plutôt mal. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais un peu quand même, puisque j'en profite pour le dire maintenant, on a, nous, soutenu la proposition de loi de l'ancien sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, qui en 2019 a fait voter une PPL qui visait à réviser le mode de calcul du nombre de délégués communautaires par commune en atténuant l'effet démographique. Parce qu'on gère des espaces et des populations, et le mode de calcul aujourd'hui surpondère la dimension démographique, ce qui fait qu'on a même été obligé sur les calculs des nombres de sièges de plafonner, je crois que c'est 49% des sièges au maximum pour la commune la plus peuplée, sauf que dans la réalité du terrain, si vous avez 49% des sièges de l'Interco, vous passez un deal avec un qui en passe deux et vous avez une majorité de gestion de fait. Donc ce qui pose un problème structurel pour nous et qui renvoie aujourd'hui à une difficulté spécifique. Donc d'où aujourd'hui notre soutien à la PPL Sueur qui est bloquée, enfin qui a été votée au Sénat, mais qui n'a pas été encore étudiée à l'Assemblée nationale. Donc on plaide pour à ce qu'elle puisse le devenir. Et il y a une explication à tout ça. Ça c'est important dans la pédagogie et pour l'aide à la citoyenneté, je vais le dire comme ça, c'est que même si moi j'adore les millefeuilles, en fait il n'y en a que 3. Ça fait bien de parler de millefeuilles, mais en fait il n'y en a que 3. Il y a la commune, le département et la région, qui sont les 3 niveaux de collectivité. Il y a des collectivités spécifiques comme celle de la métropole de Lyon et dans les territoires d'outre-mer. Mais c'est important de le savoir pour simplement dire, du point de vue des élus ruraux, et quel que soit le nombre d'habitants de leur commune, que c'est bien quelque chose qui n'est pas une collectivité. Et c'est essentiel pour le débat qu'on aura tout à l'heure sur le mode d'élection. Il ne peut pas y avoir de double légitimité. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner politiquement, sereinement, ou en tout cas ça crée des mécaniques dont on voit quelques-uns des exemples ici dans l'exemple lyonnais. Et ça pour nous, clairement, c'est une butée, parce que ça n'est pas une collectivité, ça ne doit pas devenir, à nos yeux, hein, après on peut perdre le débat, mais ça ne peut pas devenir une collectivité, sinon ça veut dire que c'est une lecture qui est d'ailleurs qui a des courants de pensée dans le champ politique, de remplacer la commune et le département par l'interco et les régions. Bon, voilà, on voit que c'est un débat qui est lancinant, mais typiquement, ça c'est un point, c'est vraiment ce qu'on appelle une ligne rouge chez nous. On sait qu'il y a des maires de grandes villes, je pense à Nathalie Appéré, je pense à l'époque à l'agglomération de Bordeaux, des gens qui essayaient, quand ils étaient dans le cabinet de la présidence de la République, d'essayer de faire que cette question-là redevienne sur la table politique. Nous, clairement, là, c'est un point de non-retour. Merci. Alors, quand on entend tout ça, on se dit, alors on va revenir maintenant sur le mode de scrutin lui-même. Une question qui vient de m'être envoyée, c'est de me dire, voilà, on voit bien que dans cette démocratie locale, il y a quand même des questions de manque de confiance de la part des électeurs, parce que dans certains cas, on a l'impression d'une élection très démocratique et dans d'autres cas, beaucoup moins. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle l'est éventuellement beaucoup moins? Parce que si on regarde maintenant dans le détail de cette règle de vote à 2 tours et avec une prime majoritaire,
alors il peut y avoir un certain nombre de frustrations de la part des électeurs. Donc peut-être maintenant je vais me tourner vers Jérôme Lang. Est-ce que tu pourrais nous expliquer si ce fonctionnement de ces modes de scrutin présente quelques problèmes? Oui, alors si vous pensez que effectivement ce fonctionnement n'est pas toujours démocratique, mais vous avez sans doute raison, parce qu'il y a des défauts. Hein, donc on parle des élections intercommunales, hein, mais il y a une grande partie de ce que je vais dire qui s'applique aussi aux élections municipales. Alors un premier gros défaut là qui est spécifique aux intercommunales, ce sont les inversions électorales. Une inversion électorale, c'est ce qui se passe quand un parti qui a eu la majorité des voix globalement, donc sur toute l'intercommunalité, va être minoritaire en siège, va passer derrière un autre parti. Donc on peut le voir ici sur cet exemple qui en même temps a le mérite de vous faire voir un petit peu comment fonctionne la règle dont vous a parlé Cédric. Vous voyez ici une intercommunalité qui est composée de 4 communes, avec des populations différentes et un nombre de sièges qui est ici proportionnel à leur taille. Et donc vous voyez, par exemple, sur la commune Moyenneville, qui a 12 sièges, les partis PY et PZ ont à peu près 50-50. Hein. Donc la moitié des sièges va automatiquement à celui qui arrive en tête, hein, c'est-à-dire PY. Et puis après, l'autre moitié, elle est répartie proportionnellement, hein, donc moitié-moitié, là, donc, entre les deux partis. Donc ça fait 9 et 3, hein, 6 plus 3 et puis 3. Et donc là, si on fait le calcul hein, pour chacune des 4 communes, on va se rendre compte qu'à la fin, on a une majorité pour la liste PZ, alors que c'est la liste PY qui est majoritaire en nombre de voix hein, sur l'ensemble des électeurs. Alors c'est pas seulement quelque chose de théorique, hein, c'est quelque chose qui arrive. Alors c'est arrivé en France dans des élections alors municipales, mais municipales par district, donc c'est un peu le même fonctionnement. Hein, c'est arrivé à Marseille en 1983. Ça arrive aussi dans d'autres pays. Par exemple, il y a un grand pays avec des élections qui ont eu lieu cette nuit. Il n'y a pas eu d'inversion électorale cette fois, mais il y en a une il y a 8 ans. Voilà. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors un autre problème qui là aussi, qui n'est pas propre aux intercommunales, hein, qui est aussi pertinent pour les municipales, c'est la disproportionnalité. La disproportionnalité, c'est l'écart entre le nombre de sièges qu'un parti obtient et le nombre de sièges qu'il devrait obtenir si la représentation était véritablement proportionnelle. Ouais. Donc on a le même exemple ici. Mais cette fois avec des scores différents. Hein, et donc là, on voit que un parti PY qui est légèrement majoritaire dans chacune des communes va se retrouver avec 20 sièges sur 26, hein, ce qui veut dire que un siège pour ce parti, j'ai mis PX, un siège pour ce parti PY représente en moyenne 3 fois plus d'électeurs qu'un siège pour PZ. C'est-à-dire qu'il y a ici un écart de proportionnalité de 1 à 3. Et là, c'est parce qu'il y a 2 partis en lice. Hein. Si c'est 3 partis en lice, c'est pire. Hein, c'est 1 à 4. J'ai pas les chiffres, mais à Lille en 2020, hein, entre le PS hein, qui a remporté l'élection et les écologistes, ou Europe Écologie Les Verts qui venaient juste après, il y avait un écart de cette nature. Enfin, pas de 1 à 3, mais il y avait un écart très important, une disproportionnalité très importante. Est-ce que je peux revenir là-dessus, que ce soit dans le cas de l'inversion ou dans le cas de la disproportionnalité, est-ce que ça vient bien du fait que dans un cas, on vote d'abord pour des communes qui ensuite vont voter pour leurs représentants, plutôt que de voter directement pour les partis. Et donc là, est-ce que c'est pas là la ligne rouge dont parlait Cédric Sabot tout à l'heure? Est-ce qu'il faut donner d'abord la représentation aux communes parce que c'est ça ce qui compte, ou bien aux États, ou alors est-ce qu'il faut donner plutôt l'importance au niveau fédéral et donc au point de vue généraux que les électeurs vont avoir pour l'ambition et le projet qu'ils vont avoir pour leur intercommunalité? Alors, il y a 2 responsables. Il y a un gros responsable qui est le bonus majoritaire, la prime majoritaire, et un petit responsable qui est le fait qu'effectivement, quand on va voter dans des petites communes, ça va être exacerbé, hein, cette disproportionnalité. Donc ça, on verra ça, les raisons tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est bien sur le fait qu'il y ait ces 2 étapes qui vient expliquer cela, plus le prime majoritaire. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Un troisième écueil, c'est
pas de garantie de majorité. Alors, ce n'est pas nécessairement un écueil. C'est un écueil si on pense que c'est important qu'un parti ait une majorité de gouvernement de l'intercommunalité. Donc, j'ai encore un exemple un peu différent, mais cette fois avec 3 partis. Parce qu'avec 2 partis, ce que je vais dire, il n'y a pas de problème. Mais avec 3 partis, ben, on peut avoir... voilà, j'ai un exemple qui est en plus tout à fait réaliste, hein, où les primes majoritaires, en fait, chacun des 3 partis va en bénéficier en partie. Et au bout du compte, aucun parti n'aura la majorité en siège. Donc en fait, cette prime majoritaire qui a été inventée pour donner une majorité à un parti, en fait, ça marche aux élections municipales, mais ça ne marche pas aux intercommunales, puisque c'est plusieurs partis différents qui bénéficient de ces primes dans différentes communes. Donc, à quoi bon cette prime majoritaire, hein, qui a été inventée pour donner des majorités, si en fait ça ne marche pas, hein. Donc, encore la diapo suivante, s'il vous plaît, je crois que ce sera la dernière. Voilà. Et le dernier écueil, qui là encore est un écueil selon ce qu'on souhaite, hein. Alors, un électeur peut être frustré quand il met un seul bulletin dans l'urne, hein, ce qui est le cas pour les élections intercommunales, mais pas pour la métropole de Lyon. Mettre un seul bulletin dans l'urne, ça veut dire ne pas pouvoir faire de différence entre, dans ma petite commune, hein, dans mon petit village, je fais confiance à tel parti, ou même à telle et telle personne, hein, partis différents éventuellement, quoi. Mais en revanche, pour le gouvernement de l'intercommunalité, je préfère tel autre parti. Les gens, les électeurs ont souvent envie de faire ça, hein. En Allemagne, ça se sait. Mais ça se sait aussi dans la métropole de Lyon. Puisque là, dans la métropole de Lyon, comme les gens votent 2 fois, on peut savoir si effectivement parfois ils votent de la même façon ou pas. Et là, donc grâce à Mathieu, hein, on a cette magnifique carte qui nous montre qu'à Villeurbanne, hein, et les électeurs n'ont pas voté de la même façon pour les municipales et les intercommunales. Voilà, moi, je pense que j'ai fini, à moins qu'il y en ait encore un derrière, je ne crois pas. Hein. C'est la dernière diapo, hein, je pense. Oui. Donc là, ça nous donne déjà un certain nombre de limites du fait du fonctionnement de ces modes de scrutin-là. Est-ce que il y en a certainement d'autres qui vont apparaître, qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure, mais est-ce qu'on a déjà une analyse des raisons pour lesquelles ces différents problèmes de disproportionnalité, d'inversion de rang, de frustration existent, et est-ce qu'on a des solutions pour pouvoir réformer le mode de scrutin tel qu'il est? Est-ce que Jean-François Lallier, tu aurais des solutions à nous apporter? Oui, j'ai de nombreuses solutions, contradictoires les unes avec les autres. Donc, on a parlé de l'élection de ces personnes. Ces personnes, après, elles sont appelées à prendre des décisions et à décider collectivement, à élire leur président, leur vice-président, etc., etc. Et quand on va regarder de plus près, les pratiques sont très différentes d'une intercommunalité à l'autre, évidemment d'une commune à l'autre, parce que les communes sont complètement différentes par leur taille, de sorte que si on regarde de loin, le système dont on parle est un système finalement particulièrement opaque, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière à différents endroits, que les électeurs ne connaissent pratiquement pas, en fait. Et ça se comprend parce que le système s'est mis en place historiquement pour réagir à certaines contraintes qui étaient imposées aux communes. Le monde changeant, les communes se sont trouvées trop petites pour pouvoir gérer chacune tout ce qu'on leur demandait de gérer. Et il s'est avéré nécessaire qu'elles partagent des compétences et qu'elles créent des intercommunalités. Donc c'est finalement ce qui s'est passé. Et la manière dont on a défini le fonctionnement de ces intercommunalités n'a jamais été décidé démocratiquement. Il n'y a jamais eu de référendum là-dessus. On n'en a jamais parlé au moment des campagnes électorales. Mais ça s'est fait de manière pragmatique, sous la pression des gens intéressés qui étaient, premièrement, les élus, mais il n'y a pas qu'eux qui sont intéressés. Hein. Tout à l'heure, on nous a dit qu'est-ce que les élus voulaient, mais peut-être que les gens, ils veulent aussi des choses. Et donc, on comprend qu'on soit arrivé à cette espèce d'usine à gaz
Mais on comprend aussi qu'il y a quand même un besoin de reposer les choses sur la table, peut-être de reprendre les choses au début et de se demander qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui serait bien, et de raisonner un peu dans l'abstrait. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que le problème de l'élection du conseil municipal et le problème de l'élection du conseil d'une intercommunalité sont certainement deux choses très différentes, tout simplement parce que ce n'est pas le même nombre de gens. Hein. Donc l'élection municipale, et en particulier dans les petites communes, ça consiste à élire un groupe de personnes qui va en fait servir de gouvernement. On élit l'exécutif en quelque sorte pour la commune. Et donc les arguments par exemple qui ont été donnés tout à l'heure, comme quoi bon, il faut une équipe avec quelqu'un qui la dirige et des objectifs précis, et donc l'esprit majoritaire, et qui est à la source de l'idée du bonus majoritaire, hein, semble assez en adéquation avec cette idée. Hein. Pour ce qui est des conseils intercommunaux, ce n'est pas du tout la même chose. On n'élit pas un groupe de 15 ou 20 personnes. Ces conseils comportent 100, 150 personnes. D'accord ? Donc le modèle à avoir en tête devrait être différent. C'est plutôt le modèle des assemblées type assemblée législative. Hein, donc un ensemble de gens qui sont élus, qui représentent, contrairement au principe majoritaire, qui représentent la diversité des électeurs, diversité au sens des partis politiques et peut-être des communes, hein, mais en tout cas qui représentent la diversité. Et à partir de cette diversité, ils vont s'arranger pour peut-être faire des coalitions, élire un président, élire des vice-présidents, en donnant des vice-présidences peut-être dans un certain ordre, suivant les partis. Enfin bon, il y a toute une cuisine à faire qui est compliquée, hein, mais qui est la vie normale des assemblées, comme il y a dans toutes les assemblées nationales et régionales. Donc, voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, dans cet esprit-là, on pense que ce serait une bonne chose que l'élection des membres du Conseil soit plus visible pour les électeurs, hein, qu'elle respecte les conditions d'élection de ce genre d'assemblée. Et la règle générale, la France étant en fait une exception, la règle générale, c'est que ces assemblées doivent être proportionnelles. Alors pas forcément strictement proportionnelles au pourcentage de voix reçues par les listes, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut y avoir par exemple au Parlement européen, hein, le nombre de délégués est proportionnel aux populations des pays, mais comme les pays sont très différents, en fait, ce n'est pas proportionnel au nombre aux populations des pays. Les petits pays sont surreprésentés. Il n'y a aucune raison de ne pas faire la même chose pour ces assemblées. Le principe proportionnel ne se décline pas forcément en proportionnalité stricte par rapport à tel ou tel chiffre. Hein. Mais par contre, le principe de base, à notre sens, devrait être celui-là. Donc comment réaliser ça pour pas surcharger les électeurs de jour d'élection, hein. Pour l'instant, l'élection, en fait, les gens confondent les deux, sauf à Lyon, hein, il y en a qu'une, c'est une élection double. Donc on peut essayer de garder cette idée qu'il y ait soit deux élections le même jour, soit une élection double avec les listes étant doubles. Hein, on pourrait demander que à la fois vous votiez à la fois pour une liste pour l'interco et une liste pour le conseil municipal, et puis quelques garde-fous pour qu'il y ait une représentation satisfaisante des diverses communes à l'intercommunalité, mais que le principe de base soit quand même celui que j'ai énoncé, qui représenterait donc une sérieuse modification par rapport à la pratique courante. Avant de revenir sur une question qui m'a été posée sur la prime majoritaire et sur d'autres simulations possibles et son niveau, donc on a vu que la prime majoritaire permettait d'assurer l'existence d'une majorité dans le conseil communal ou dans le conseil intercommunal. Voilà.
Une des propositions que je viens d'entendre, c'est de dire qu'il faudrait peut-être voter différemment lorsqu'on parle du niveau municipal et du niveau intercommunal, parce qu'on a c'est à la fois des sujets et des échelles différentes, donc des façons, une philosophie de la politique qui devrait être différente dans un cas plutôt exécutif, dans l'autre cas plutôt délibératif. Mais est-ce que ça correspond, Cédric Sabot, à cette ligne rouge que vous aviez posée? Est-ce que vous vouliez réagir à cela? Quand j'entends ces éléments-là, ça me fait penser, moi, si je reprends un peu les contextes empiriques que j'observe et qui me sont portés en témoignage, il y a, sur les deux interventions, un grand, je vais le dire comme ça, c'est pas provocateur, mais un grand décalage, notamment sur la question de la gouvernance intercommunale, où cette question de l'entrée par les partis, pour nous, est très très peu opérante. Je ne veux pas être plus naïf que, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se construit. Et notamment, alors c'est moins vrai depuis le rupteur de la loi NOTRe, qui effectivement vient introduire un sujet urbain dans un écosystème rural, c'est la politisation. C'est-à-dire que moi, mes élus, ils me disaient, nous, c'est une interco rurale, on gouverne au consensus. Et on prend les maires, c'est comme ça que c'est désigné. Si vraiment il ne veut pas, il peut déléguer ça à son président, à son premier adjoint, à son deuxième adjoint. Ça arrive quand, par exemple, le maire est actif et qu'il a autre chose à faire, et qu'il a un premier adjoint retraité. Et donc, on est plutôt dans une logique de bonne volonté, mais qui renvoie au-delà de ça à la nature de la composition d'une liste, que ce soit à moins de 1000 ou à plus de 1000, où la question du clivage politique est très secondaire. Je vais le dire comme ça, dans l'immense majorité des cas. Je nie pas qu'il y ait des zones où il y a une influence communiste ici, de droite conservatrice là-bas, etc. Je mesure bien qu'il y a des homogénéités. Mais en tout cas, la question du critère, par exemple, de l'appartenance à un parti politique pour être tête de liste, par exemple, on se bat depuis des années pour que, je vais le dire un peu de manière trivialement, le ministère de l'Intérieur nous lâche les baskets sur la question de la classification de est-ce que M. Tartampion, alors je sais pas, j'ai des copains comme ça dans l'exécutif de l'association, ils ont été conseillers régionaux PS il y a quelques années, ils sont maires depuis 40 ans, mais sa liste, c'est les bonnes volontés du coin. Et quand il va chercher ces personnes-là, je reprends leur formule, hein, ils sont assez indifférents au fait de savoir si Tartampion à la présidentielle il va voter Chirac, Balladur, etc. Bon. Et donc cette question-là, elle est déterminante dans le modèle que vous évoquez, parce que sur la question de la répartition des postes à l'interco, je pense que c'est plutôt dans la manière dont ça se vit aujourd'hui un mixte entre l'influence politique. Encore une fois, c'est pas d'ailleurs une question de naïveté, c'est une question d'équilibre. Cette question politique, depuis la loi NOTRe, a été très fortement renforcée. Premièrement, et deuxièmement, c'est plutôt une lecture territoriale, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes d'élus indépendamment de leur couleur politique, notamment parce que la loi NOTRe est plus les codicilles géographiques qui étaient associés, à savoir en gros un agrandissement géographique de l'interco, a fait qu'il y avait, par exemple, on a fusionné plusieurs établissements publics, donc on se retrouve, comme vous l'avez dit, avec des conseils communautaires à 80, 100 sur des espaces où il faut 2 heures entre le sud et le nord. C'est ça la vérité des chiffres. On avait fait une carte de la temporalité d'accès au siège communautaire. Et vous avez des maires qui doivent mettre 1h30 pour aller au conseil communautaire. Donc ça renvoie plutôt à cette question-là de la territorialité, de dire, OK, la compétence intercommunale, sur la gestion des déchets, ok, d'accord, mais est-ce qu'elle est équitablement répartie dans le territoire? Est-ce qu'il n'y a pas une focale sur, par exemple, le tropisme urbain, la concentration urbaine, etc. Et je pense que c'est plus ça que moi j'observe dans les retours. Alors justement, là, effectivement, il y avait deux visions qui étaient savoir si on était parti Y ou parti Z, mais vous avez quand même mentionné quelque chose de fondamental au départ, qui était que chaque maire arrive avec son équipe et son projet, et a une vision pour sa commune et son insertion dans l'intercommunalité. Est-ce que l'appeler parti X ou parti Y, c'est pas justement avoir une vision ou une autre, et que celle-ci, elle existe aussi, elle pourrait avoir du sens si on lui donnait pas un sens politique, politicienne que le ministère de l'Intérieur pourrait mettre dans un fichier Excel. Est-ce que ce ne serait pas plutôt des différences entre des visions générales de la façon dont on va utiliser l'intercommunalité? Et dans ce cas-là, cette question-là, elle reste pertinente.
Oui, tout à fait. Je mesure la dimension théorique et c'est pour ça que je donnais des exemples de la manière dont ça s'opère dans ce que nous, on peut observer. Déjà, premièrement, une très grande diversité de situations à configuration à peu près identique, hein, mais ce n'est pas le problème. Donc, oui, cette question-là, elle renvoie aussi à ce que peuvent exprimer un certain nombre d'élus communautaires, donc d'élus des maires de villes moyennes, grandes, petites, etc. Il y a deux dimensions. La première, qui est quelque chose qu'on retrouve et chez le maire rural et chez l'élu communautaire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on vous demande de faire sur lesquelles vous avez une marge de manœuvre assez limitée, pour ne pas dire nulle, sur un certain nombre de sujets, y compris notamment par la mécanique des transferts obligatoires de compétences, etc. Il y a le dossier de l'eau, par exemple, en ce moment, qui est pas nouveau, mais qui fait 10 ans qu'on traîne le problème. Il y a une injonction verticale, ça enquiquine, pour être poli, et les présidents d'interco et les maires, et pourtant il faut le faire. Mais on n'a pas le bon outil, et pourtant il faut le faire. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui renvoie à la nature même de la gestion quotidienne. Et je termine là-dessus, c'est une formule que j'ai entendue ici ou là. Une station d'épuration, elle est ni de gauche ni de droite. Soit elle marche, soit elle ne marche pas. Et donc le but, c'est qu'elle marche et qu'on va mettre des clivages que vous allez retrouver. On reviendra sans doute, parce que je sais que quand on parle de ruralité, on parle d'extrême droite. On reviendra sur cette question-là. On peut avoir des consensus politiques pour la gestion des outils intercommunaux pour le transport, la mobilité, la petite enfance, etc. Et à un moment donné, être différent sur des projections sur l'avenir du pays, par exemple. Et on peut ne pas avoir le même vote à la présidentielle et avoir le même intérêt, par exemple, à ce qu'un service de mobilité fonctionne. Donc en tout cas, c'est bien des questions de différents projets pour l'intercommunalité, donc à ce niveau-là. Et donc peut-être qu'on devra revenir tout à l'heure, dans un instant, sur ce que sont les objets et les responsabilités de ces intercommunalités pour rendre les choses un peu plus claires. Mais avant d'y arriver, je voudrais continuer sur certaines questions qui m'ont été relancées. En fait, on m'a demandé si on aurait des enquêtes sur les avantages d'une prime majoritaire telle qu'on l'a aujourd'hui à 50%, ou bien une autre qu'on pourrait imaginer à 25%. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 50 plutôt que 25 plutôt que 40%? Et est-ce qu'on aurait des simulations qui nous permettraient de savoir ce que ça voudrait dire? Mathieu, vous voulez répondre à cette question? Oui, alors il y a énormément de sujets qui sont très intéressants. Moi, je voudrais juste déjà rebondir très brièvement sur les différents exemples mathématiques qui sont intéressants, simplement pour dire, parce qu'aujourd'hui, le débat arrive. Alors, je ne crois pas une seule seconde, sincèrement, que ce sera le cas en 2026, mais une proposition de loi a été déposée par les députés macronistes en vue de réformer le scrutin, ce qu'on appelle la loi PLM, c'est-à-dire Paris-Lyon-Marseille, où il y a un découpage par arrondissement, et donc où effectivement vous votez en fait dans une sorte de micro-commune qui est votre arrondissement, et c'est ensuite des élus de l'arrondissement qui vont siéger à la ville centrale. Et donc quand vous votez à Paris, à Lyon et à Marseille, vous votez dans des arrondissements et la prime majoritaire se fait à l'échelle de ces arrondissements. Et donc, effectivement, le cas théorique, il aboutit de la même manière que effectivement, Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton, avait gagné avec moins d'élus au vote populaire, mais plus moins de voix au vote populaire, mais plus d'élus de grands électeurs. Et bien de la même manière, effectivement, Gaston Defferre en 1983 a gagné avec moins de suffrages au global sur la ville, mais avec plus d'élus de par les mécanismes d'arrondissement. Dans la pratique, hormis Gaston Defferre, c'était le seul cas depuis 83, parce qu'il faut savoir en plus que c'est arrivé en 82. Un certain Defferre-Gaston était ministre de l'Intérieur quand il a déposé le projet de loi en 82 à l'Assemblée nationale. En 83, il gagne Marseille. Bon, c'est un hasard. Mais depuis, en revanche, aussi bien à Paris, à Lyon et à Marseille, c'est toujours, la personne qui a été élue maire de gauche comme de droite a toujours, ou écologiste à Lyon effectivement en 2020, a toujours eu également une majorité en nombre de voix. Et je pense que c'était malgré tout important à dire, même si mathématiquement je suis d'accord qu'il peut y avoir un biais, dans la pratique, il n'y a qu'un seul contre-exemple qui est arrivé il y a une quarantaine d'années. Maintenant sur je dirais, l'aspect philosophique, en fait, il est hyper intéressant parce que ce sont des questions philosophiques. Et Cédric en a parlé en disant qu'il y avait des fois des trop grandes disproportions entre la commune-centre qui doit avoir au maximum 49% des sièges, mais qui, dans la pratique, des fois, en fait, a déjà 60% de la population de l'intercommunalité. Et du coup, est-ce que l'objectif, en fait, c'est de représenter
la population est là où la population est élue, ou est-ce que c'est de représenter des territoires? Mais cette question-là, en fait, elle se pose, elle est très philosophique parce qu'elle se pose à plein d'échelons. Et on peut en parler effectivement dans des États. Les États fédéraux, c'est des très bons exemples, hein, les États-Unis, mais également l'Allemagne qui a des Länder. Et alors, il y a certes une proportionnalité, mais qui n'est pas du tout parfaite quand on regarde le nombre de sénateurs qui sont, le poids au Bundesrat, qui est la chambre haute de l'Allemagne. Le poids n'est pas du tout proportionnel, mais bien qu'il y ait une variation selon la taille des États. Et puis on a le cas aussi, effectivement, à l'intercommunalité. Et ça, c'est une question philosophique à laquelle, honnêtement, on pourrait débattre, je pense, et il n'y a pas, à mon avis, de réponse véridique. C'est vraiment du débat qui est hyper intéressant. Et sur la question de la prime majoritaire, du coup, pour y arriver, faut bien voir déjà d'où on est parti. Enfin, pourquoi historiquement, en fait, on a 50% dans les municipalités? C'est parce que c'est la loi de 82 qui a qui a introduit en fait une partie de proportionnelle. Mais auparavant, le vainqueur prenait tous les sièges dans les communes. La liste arrivée en tête prenait tous les sièges. Parce qu'en fait, considérer ça comme une amélioration par rapport à une majorité complète winner takes all. Exactement. Mais en fait, ça revient à la logique dont parlait Jérôme, c'est-à-dire de dire, en gros, on élit un gouvernement, donc c'est une équipe qui s'est présentée, l'équipe a gagné, l'équipe doit diriger, et elle doit diriger complètement. Et puis on a dit, c'est quand même bien d'avoir un contre-pouvoir dans un conseil municipal. Et là-dessus, donc c'est pour ça qu'on a ce 50%, alors qu'au niveau régional, on a un 25% parce que lorsqu'on a créé les régions, on a directement introduit cette prime majoritaire de 25%. Moi, à titre personnel, je pense que cette prime majoritaire, de manière générale, elle devrait être à 25% parce qu'elle induit, à mon sens, de trop gros écarts en termes de représentation. Et en particulier dans des communes, je dirais du coup plutôt le versant effectivement urbain, mais dans des communes, moi comme la mienne, de 30 000 habitants, aujourd'hui, du coup, on a des disproportions où avec une petite avance sur la seconde liste, on peut avoir 70-75% des sièges dans un conseil municipal, ce qui est tout simplement énorme, et derrière, l'opposition, en fait, n'a quasiment pas de poids. À la métropole de Lyon, on a ce seuil de 50%. Et donc là, vous allez me dire, je suis aussi pour la réduction de la prime majoritaire à 25%. Oui, à condition que, parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, et Jérôme en fait en a parlé, que l'élection se faisait dans des circonscriptions. Et donc, de ce fait-là, à la métropole, on a cet effet d'annulation en fait des primes majoritaires. C'est-à-dire que si dans la circo A, on a... je parle comme ça, mais la liste d'Union de la gauche qui bat l'Union de la droite, et qu'elle prend la prime majoritaire 50%, mais que dans la circo B, c'est l'inverse, les primes majoritaires, en fait, se sont un peu annulées. Et moi, j'avais fait les simulations dans le cadre d'un travail universitaire sur la métropole de Lyon. Aujourd'hui, alors, c'était pas parfait, parce qu'il y a eu des différences d'alliance dans l'entre-deux tours, donc il faut faire des petites estimations, mais en gros, moi, mon estimation, c'est que s'il y avait eu une prime majoritaire de 25%, à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des scrutins par circonscription, on avait un seul scrutin à l'échelle de la métropole et qu'on avait cette prime majoritaire de 25%. Alors aujourd'hui, la majorité actuelle, qui est la majorité qui gouverne actuellement la métropole et qui a 84 sièges, en aurait eu 83. Donc la variation, en fait, elle est très minime entre la prime de 50 dans les circonscriptions et la prime de 25 à l'échelle métropolitaine. Donc moi, je plaide personnellement pour ce 25%, mais dans ce cas-là, à condition qu'on revienne à un scrutin métropolitain qui, à mon sens, sera en plus beaucoup plus lisible pour les électeurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que élire dans des circonscriptions c'est intéressant, mais on parle d'un projet métropolitain, et donc avoir 14 élections différentes, c'est pas simple. On peut avoir des systèmes où on a une seule liste à l'échelon métropolitain, mais avec des élus qui sont quand même élus dans des sections qui représentent les territoires et qui permettent une diversité territoriale. C'est le cas au niveau régional. Au niveau régional, vous élisez une seule liste au niveau de la région, mais vous avez quand même des élus au sein de chaque département, parce qu'on répartit ensuite en fait les élus au sein de chaque département. Moi, personnellement, effectivement, je plaide pour ce que la métropole de Lyon se dirige vers ce mode de scrutin-là. Évidemment, ça ne dépend pas de notre choix métropole, ça dépend du législateur
au niveau national. Mais ça vaut le coup d'en débattre. Peut-être une réaction, Jérôme, sur le niveau, ou Jean-François d'abord, puis Jérôme ensuite, sur le niveau de la prime majoritaire et sur le niveau sur lequel elle va s'appliquer. Sur le niveau de la prime majoritaire, donc pour moi c'est clair, la prime majoritaire est justifiée dans le cadre de l'élection de ce petit gouvernement local, donc pour les élections municipales, et elle est injustifiée pour l'élection d'une assemblée représentative. Et moi je pense que l'assemblée des conseillers d'Interco doit être représentative, et donc il ne devrait pas y avoir de prime majoritaire, c'est clair et net. Mais je voudrais revenir sur un point, c'est une bonne occasion, c'est à propos de l'affaire des votes nominatifs et de la limite à 1000. Bon, moi d'abord, il faut savoir que dans de nombreux pays, on a des votes préférentiels. En Europe, c'est à peu près la moitié des pays, ou les 2/3. Pour les élections législatives et pour les élections plus locales. Donc c'est une pratique assez générale. En France, elle est de plus en plus restreinte. Maintenant, c'est uniquement les villes de moins de 1000 habitants. On avait fait une enquête à travers toute l'Europe pour savoir ce que les gens pensaient de leur système et des systèmes alternatifs. Et il y avait un résultat absolument flagrant, c'est que les pays où ils utilisent des systèmes avec la possibilité de voter nominalement, ils ne voulaient surtout pas se changer. Et les pays comme la France, où il y a des listes en général fermées, l'idée qu'on puisse voter pour les gens générait un grand enthousiasme chez les électeurs. Alors visiblement, si c'est le cas chez les électeurs, c'est pas la même chose chez les maires élus, visiblement. Donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Quels sont les arguments en faveur des listes fermées? À part les arguments, ceux qui sont élus préféreraient éviter d'être contestés, parce qu'en pratique, ils sont souvent contestés. J'entends bien et je constate dans les statistiques qu'effectivement, il y a une difficulté pour le tir au pigeon, pour les maires. Est-ce que la bonne solution, c'est tout simplement d'interdire aux gens de s'exprimer ? Comme ça qu'on essaye de régler le problème au niveau de la métropole du Grand Paris. Nos hauts fonctionnaires avaient inventé une instance où il n'y avait plus d'élus dedans, pour gérer 10 millions d'habitants, des centaines de milliards d'euros. Donc l'idée, elle existe, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas celle que nous on défend. Mais pour répondre de manière précise là-dessus, il y a quelque chose, d'ailleurs c'était des études du CNRS, je crois que ça doit être de 2014, je ne peux pas moi non plus ne pas évoquer le lien entre le mode de scrutin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, tous sont imparfaits et ont des avantages et des inconvénients, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. La question c'est, et vous l'avez bien dit, il n'y a jamais de débat stratégique. Le mode de scrutin est un outil d'aménagement politique du territoire. Et que nous, ce qu'on dit, et j'entends les limites de notre position par rapport à la critique que vous soumettez, mais nous, ce qu'on dit aujourd'hui, si vous voulez que le socle de la pyramide fonctionne, c'est-à-dire que partout la démocratie soit effective, il y a besoin de réassurer, au sens assurantiel, ces personnes qui prennent une partie de leur temps de leur vie à se décider à être au service des autres. On peut contester la manière dont ils le font, mais ça reste un marqueur. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'au fil des années, le contexte créé par le législateur, qui est souvent largement inspiré par, pour faire court, une forme de technostructure, vise à quand même rendre l'exercice de plus en plus compliqué. Et donc, ça rencontre à un moment donné la question du mode de scrutin, où nous, on dit aujourd'hui, si vous voulez qu'on gère correctement ce qu'on a le droit encore de gérer, je mets de côté le débat qu'on pourrait faire sur une session complète sur les compétences, etc. Et je répondrai aussi sur votre proposition de 2 élections. Nous, on dit, si on veut sécuriser la démocratie, et ce n'est pas sécuriser le parcours de Michel Fournier, maire des Voivres, c'est si on veut sécuriser la démocratie à l'échelon local. Comment oublier dans le débat le fait que sur la strate des élus que je représente,
la participation électorale, indépendamment du mode de scrutin, est très largement supérieure à des espaces beaucoup plus denses et beaucoup plus urbains. Et donc, moi, de manière provocatrice, quand je parle de ça dans différentes instances, je dis, moi qui habite là, mon bureau de vote, il est à 600 mètres d'ici, je suis dans un désert démocratique. Parce que je regardais, là, je préparais un peu l'intervention, je regardais, il y a eu une étude, là, il y a pas longtemps, sur les élections municipales de 2020. Tout le monde a subi l'effet Covid, hein, si je prends le premier tour. Bon. Et vous avez toujours une différence très forte entre, là c'est sur l'Occitanie, les communes de moins de 500 habitants, vous êtes à 67-70% de participation électorale, quand à Toulouse et Montpellier, vous êtes à un peu moins de 40%. Bon, cette question-là, c'est pas le problème du maire Tartampion, c'est un problème d'enjeu global démocratique. Et comme je l'ai dit au début, ça concerne accessoirement 88% de la géographie de notre pays, un tiers de la population, c'est pas complètement anodin de donner du confort à l'exercice de ce mandat-là. J'ajoute dans le paysage, j'ai cité la loi NOTRe, je pourrais citer la loi MAPTAM, je pourrais citer les ordonnances de janvier 2021 qui viennent finir d'éteindre le droit à la formation des élus. Et donc, cette séquence d'accumulation, de fragilisation volontaire, c'est pas la faute à pas de chance, pour affaiblir l'échelon communal et notamment en particulier rural, nous amène à penser que, et c'est notre liberté d'acteur associatif, qu'il y a un certain nombre de pistes alternatives. Vous en évoquez certaines sur la question communale, intercommunale, et je reviendrai là-dessus. Et moi, je dis par exemple, enfin, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt dans le cadre constitutionnel, enfin dans le respect de la Constitution, même si on peut la discuter aussi, d'introduire davantage de prise en compte de la question de la gestion de l'espace, et notamment dans le calcul des modes de représentation. Vous avez cité le mode de scrutin européen, c'est celui-ci qu'on a fait mettre dans la loi, dans la PPL Sueur. Le Luxembourg, ils auraient 0 député européen. Hein. Et donc, moi, dans mon intercommunalité, vous avez une ville à 10 000 habitants et 35 villages à 200 habitants, vous n'existez pas politiquement. Hein. Or, c'est dans ces territoires-là qu'on va gérer les déchets, par exemple. C'est dans ces territoires-là qu'on va adresser des services à la population, etc. Donc, voilà. Et donc, pour terminer sur la réponse aussi sur la question du double scrutin, nous, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une collectivité, c'est la commune, et un outil intercommunal, c'est le PCI. Il y en a d'autres, il y a les syndicats, il y a les SCOT, etc. Et je pense modestement, c'est pas moi personnellement, mais la MRF, que dans un débat au long cours où on plaide, soi-disant, la simplification, d'ajouter pour le coup un niveau de collectivité supplémentaire, c'était le but de Mercier, hein, il nous l'a dit. Hein. Toutes les lois qu'on a fait voter au Sénat depuis quelques années, c'est la rhétorique politique, c'est renforcer l'intercommunalité. Ils oublient juste de dire en affaiblissant la commune. Sauf que ce qui se passe sur le terrain, c'est exactement l'inverse. C'est que si vous voulez des intercommunalités fortes, il faut des communes fortes. Et aujourd'hui, un des leviers et une des propositions qu'on fait, c'est de dire consolidons la base, l'élection communale. On n'est pas fermé à d'éventuelles modifications de mode de scrutin, mais en tout cas, ne fragilisons pas plus quelque chose qui nous est commun et précieux et qui ne s'est pas indexé. Moi, je le dis aussi de manière très simple. C'était vrai en 2020, c'était aussi vrai en 2014, et ça le sera en 2026. La moitié des maires d'aujourd'hui ne seront plus maires, par choix ou parce que l'électeur a choisi. Donc ce n'est pas une problématique conservatrice de capitaliser sur des situations de personnel. C'est une question d'intérêt général, et ça nous paraît aujourd'hui nécessaire de tirer cette sonnette d'alarme en disant « arrêtons de jouer avec l'objet ». Mathieu, vous vouliez réagir ? Oui, très brièvement pour dire que on a beaucoup parlé d'intercommunalité dans cette conférence, et c'est bien normal parce que c'était un des sujets, mais moi si j'ai quand même envie que vous sortiez de cette conférence avec une idée que vous avez apprise, en tout cas quelque chose que vous avez appris, c'est que la métropole de Lyon n'est plus une intercommunalité. Et ça, je pense que c'est fondamental à bien entendre, parce qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de mal à l'expliquer. La métropole de Lyon est devenue, alors après on peut en débattre de sa pertinence, mais moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été positif. Aujourd'hui, la métropole de Lyon est devenue une collectivité territoriale. Je pense que c'est positif parce que dans le cas, alors je mets de côté, je dirais, le cas rural, parce que je rejoins ce qu'a dit Cédric sur le fait que je connais des maires dans des territoires ruraux
des sensibilités et qui sont même pour certains adhérents des écologistes comme moi je le suis, mais qui gouvernent sur des listes qui sont pas du tout composées exclusivement de personnes écologistes, loin de là, qui en fait étaient seules listes qui se sont présentées et qui gèrent leur commune, avec certes leurs convictions en tant que maire, mais avec l'ensemble des conseillers et conseillères municipaux, quelles que soient leurs opinions. Donc je mets de côté le cas rural, mais il ne faut pas cacher qu'aujourd'hui, dans les territoires urbains, et particulièrement dans les grandes métropoles, il y a une polarisation évidemment politique des projets. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel que les électeurs, les électrices puissent trancher ces projets-là. Et aujourd'hui, je pense que le système de la métropole de Lyon, il mériterait d'être étendu à d'autres grandes métropoles, parce que les métropoles, elles ont de plus en plus de compétences, de plus en plus d'importance. La métropole de Lyon, aujourd'hui, elle a près de 3 milliards de budget, elle gère, elle gère à travers le Citral les transports, elle organise le PLUH, le logement, elle a la compétence de l'habitat également, elle a la compétence du tourisme. Enfin voilà, il y a énormément de compétences qui sont dévolues à la métropole de Lyon. C'est normal en fait que les électrices et les électeurs puissent trancher les projets sur une collectivité qui a autant de compétences. Ce serait, à mon avis, une anomalie démocratique que ça ne puisse pas être, ça ne puisse pas être élu via un suffrage universel direct. Et là-dessus, moi, je plaide effectivement pour que ce système métropolitain soit élargi ailleurs avec un suffrage universel direct. Je ne dis pas que ça doit l'être de partout, mais en tout cas, ça a permis, à mon sens, de laisser le choix aux électrices et aux électeurs de dire quelle vision on a sur des enjeux qui dépassent bien largement la commune. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'urbanisme, quand on parle de transport, on ne peut pas juste regarder à l'échelle d'une commune, particulièrement sur des enjeux comme Lyon, parce que vous prenez ne serait-ce que Lyon et Villeurbanne. Est-ce que vous allez vous balader dans le 6e et vous savez exactement si vous êtes à Lyon ou à Villeurbanne, parce que la frontière, elle est quand même très compliquée à connaître à ces endroits-là. On ne peut pas raisonner juste à une échelle communale. Il faut, et c'est pour ça qu'on avait créé les EPCI à l'époque. Maintenant, il y a la métropole de Lyon qui a ce statut de collectivité. Il faut qu'elle puisse être dirigée par des élus au suffrage universel direct. Alors, vous devez avoir un supporter dans la salle ou qui nous écoute, puisque quelqu'un mentionne le problème du millefeuille, qui est un vrai problème en France, avec des intercommunalités qui ont de plus en plus de pouvoir, et qui se dit, mais finalement, dans le millefeuille, c'est plutôt le niveau du département qui semble être de trop, et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt abandonner le département et se concentrer à véritablement élire de façon directe les intercommunalités, de telle manière à pouvoir discuter des projets, plutôt que d'élire en fait des représentants dans les communes qui vont aller élire les représentants dans les intercommunalités. Alors j'imagine que vous êtes déjà convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric Sao? Je vais essayer de ne pas me répéter, mais c'est, je trouve que cette association, je l'ai dit tout à l'heure, elle est lyonnaise, et dans sa genèse, son premier président, c'était François Paour, maire de Saint-Bernard, à côté de Trévoux, et qui a négocié, était de droite, et a négocié avec Pierre Jox les lois de décentralisation, la fameuse loi de 82, qui écrivait de manière très explicite « L'intercommunalité est un outil au service des communes, sur la base du volontariat pour faire des choses à plusieurs qu'on sait ne pas pouvoir faire seul. » C'est une idée collégiale, coopérative, géniale. La question que moi je pose et qu'on pose notre réseau et sur lequel on essaye de lutter, c'est pourquoi cet outil, certains ont tenté de le reprendre en main pour en faire autre chose que ce pourquoi il a été créé, et qui aujourd'hui fait perdre effectivement l'idée originelle de la question de la coopération. C'est un beau mot, la coopération. Maintenant, on appelle ça EPCI, c'est super intéressant. Bon. Et donc, cette question-là, pourquoi on priverait, d'ailleurs, dans la lutte acharnée qui peut exister, il y a eu dans les scories accompagnant la loi NOTRe, c'était la Direction Générale des Collectivités Locales voulait faire la chasse aux syndicats, en disant c'est pas bon, il y en a trop, etc. Ils oubliaient juste de dire que si on enlève ceux qui effectivement étaient morts parce que leur objet n'existait plus, c'est bien cette forme agile
De la même manière que dans le Code des collectivités territoriales, il y a une notion qui est très peu utilisée, y compris par les élus ruraux, plus ailleurs plus à la campagne qu'ailleurs, c'est la notion d'entente. On se met d'accord sur un truc. Tu me prêtes tu déneiges les routes sur ma commune parce que tu as un truc, etc. Pas besoin de faire une intercommunalité, de fusionner des communes, d'avoir un législateur qui vienne vous dire c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Et cette agilité-là, aujourd'hui, elle est rendue extrêmement complexe. Je vous invite à lire l'étude dont on a fait la promotion d'un chercheur de l'Université de Montpellier. Le premier motif de difficulté du maire, et c'est même pas que les maires ruraux, c'est une étude d'Olivier Torres à Maroc, l'Université de Montpellier, que vous retrouvez sur notre site. Le premier motif de démotivation du maire, c'est la complexité administrative. C'est pas les agressions d'élus. Ça, c'est mon téléphone qui sonne tous les jours, BFM, TF1, France 2, il y a un maire qui a été agressé, etc. C'est dramatique, c'est scandaleux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un pouillème du sujet. Et la question, c'est comment est-ce qu'on rend les choses possibles en faisant confiance, c'est un terme que les associations d'élus, toutes strates confondues, essayent de convaincre. On discutait il n'y a pas très longtemps avec Laurent Saint-Martin, l'actuel éphémère ministre du budget. Il disait qu'il faudra bien qu'un jour, quand même, l'État accepte de refaire confiance aux collectivités. C'est un ministre de la République qui le dit, c'est pas Cédric Zabot. Bon. Et donc, cette question-là, elle est essentielle. Donc, laissons aux élus locaux, ruraux, urbains, etc., faire la coopération dans les règles républicaines, etc. Mais voilà. Et ça, c'est un sujet essentiel. Et là, je réponds bien à la question, sur la question de comment on agit localement. Et ensuite, la question du débat malthusien sur il y a trop de collectivités, mais on veut quand même en créer une de plus, qui est l'intercommunalité. Moi, il va falloir qu'on m'explique quand même la contradiction. Et deuxièmement, le département, on sait les débats d'aujourd'hui, mais qui sont pas si nouveaux que ça, sur la question de la petite enfance, sur la question du handicap, etc. Citez-moi des outils intercommunaux qui lèvent le bras en disant « refilez-moi la gestion du RSA, refilez-moi la gestion de la MDPH ou les régions ». Donc il faut aussi arrêter là-dessus. C'était sur le site de la présidence de la République en 2017, supprimer les départements. C'était l'objectif de Manuel Valls, etc. C'était dans la profession de foi d'Emmanuel Macron, première version, supprimer 25 départements. Très bien, mais qui va faire la mission? On ne dit pas qu'il faut... On ne défend pas l'invariance. J'ai évoqué plusieurs pistes de propositions qu'on fait nous pour changer ce système-là. Mais de grâce, évitons les fausses bonnes idées, quoi. Merci. Alors, pour bien éclairer les choses, peut-être, Mathieu Vira, vous pourriez nous rappeler une chose que vous avez déjà dit, mais parfois, la pédagogie, c'est aussi de répéter. Il y a une différence importante entre être une collectivité et être un EPCI. Qu'est-ce qui est du ressort? Quelles sont les compétences de la collectivité comme la métropole de Lyon et d'où ça vient? Est-ce que c'est par la loi, dans le cas des EPCI, qui décide de est-ce que je vais m'occuper de la STEP ou de l'arrivée d'eau ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est par négociation ou par obligation? Oui, c'est effectivement important parce que donc Cédric l'a dit, EPCI, c'est établissement public de coopération intercommunale. Et donc, il y a bien le terme de coopération dans l'idée que ce sont des communes qui se rencontrent et qui décident de s'unir pour gérer quelque chose collectivement. Mais effectivement, au fil des années, la loi, au départ, c'était uniquement les communes du coup, qui disaient moi, je veux déléguer ça à l'EPCI. Et du coup, les communes étaient d'accord, elles prenaient toute une délibération pour dire je délègue ça. Aujourd'hui, effectivement, dans la loi, il y a beaucoup de choses qui ont été, au fur et à mesure, imposées comme des compétences qui sont déléguées par les communes directement auprès de l'EPCI. La métropole, pour le coup, ça va effectivement un peu plus loin que ça. Alors après, il y a encore, on peut avoir le débat, mais la métropole, déjà, elle a les compétences du département. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une collectivité territoriale, elle a récupéré. Aujourd'hui, vous ne votez plus pour le département du Rhône, ça n'existe plus. Enfin, il existe, mais en dehors de la métropole, et on l'appelle généralement le Nouveau Rhône. Mais
tout ce qui est du coup toutes les compétences qui étaient auparavant au département, c'est-à-dire ça a été évoqué, l'aide sociale, donc la gestion du RSA, l'aide sociale à l'enfance, les MDMPH, enfin les maisons départementales pour les personnes handicapées qui sont devenues du coup aujourd'hui métropolitaines. Alors on a gardé un lien avec le département pour faire des coopérations et pour pas en supprimer, mais tout cela aujourd'hui c'est géré par la métropole. Donc quand vous avez et puis la gestion des collèges aussi notamment, je pense que c'est le plus important, les collèges qui sont normalement gérés par les départements. Moi je siège dans des conseils d'administration de collèges où je représente la métropole qui est la collectivité de référence pour la gestion des collèges dans toute la métropole de Lyon. Donc il y a toutes ces compétences-là qui sont celles issues du département. Et par ailleurs, il y a tout un bloc de compétences qui est assez long dans le Code général des collectivités territoriales, qui concerne des compétences qui sont du coup normalement dévolues aux communes, mais qui, à l'image en fait des EPCI, la loi dit ça en fait c'est pas les communes qui vont s'en occuper dans la métropole de Lyon, c'est la métropole de Lyon. Donc typiquement le PLUH, le plan local d'urbanisme et d'habitat, c'est-à-dire ce qui définit l'organisation de l'espace dans la métropole, les zones sur lesquelles on peut construire, les zones sur lesquelles ça va être des zones naturelles. Il va y avoir aussi par exemple la gestion du tourisme, tout ce qui est les compétences de tourisme, des compétences d'économie également, des compétences, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin voilà, les compétences de déplacement en matière de voirie, c'est énorme, des compétences en matière de logement aussi. Bon, je ne vais pas avoir toute la liste en tête, mais pour vous dire qu'aujourd'hui la métropole de Lyon est une structure avec énormément de compétences. Et du coup, j'en reviens à mon premier propos. Sur les EPCI, alors je suis d'accord que ça commence à être de plus en plus important, mais il faut bien voir qu'à la métropole ça l'est encore plus, et du coup on ne pourrait pas justifier à mon sens qu'on n'ait pas une élection au scrutin universel direct, pour en venir à notre sujet, parce que ça poserait quand même un vrai problème de légitimité démocratique qu'on ait autant de compétences avec des gens qui sont qui sont certes élus malgré tout, attention, les gens sont élus dans des conseils municipaux, mais qui, du coup, sont élus ensuite indirectement. Ou alors, ça veut dire qu'on change de système. On change de système et on élit, on décide collectivement, ça peut être une grande réforme en France, on décide qu'on élira plus de députés directement, qu'on élira que son maire, et qu'ensuite, ce sont les maires qui éliront les députés, qui éliront les régions, etc. C'est a priori pas la philosophie qu'on a décidée en France. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, il faudrait changer de constitution, parce que c'est l'article 72 de la Constitution qui dit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Et donc ce terme d'élu, voilà, il désigne vraiment ce qu'il doit y avoir, un scrutin universel direct. Donc c'est quand même important de savoir quand on va voter pour quelles compétences on va aller voter. Et là, je défie quiconque de vérifier et de comprendre pourquoi est-ce qu'on va voter lorsqu'on va voter pour les intercommunales, quand on va voter pour les municipales. C'est une difficulté que de pouvoir l'identifier, cette complexité-là. Donc elle fait partie des sujets. Les autres sujets qu'on a aussi mentionnés, c'est que lorsqu'on vote, on vote pour des projets, mais parfois on ne sait pas sur les projets sur quelle thématique, ou est-ce qu'on vote pour des partis. Et finalement, plus on va au niveau territorial des petites communes et des communes rurales, souvent ce ne sont pas les partis politiques qui comptent, c'est vraiment l'arrangement local. On a discuté des primes majoritaires. Alors, il semblerait que cette prime majoritaire, elle peut se justifier au niveau municipal et au niveau intercommunal. Elle l'est beaucoup moins s'il s'agit d'une question délibérative. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de rappeler cet élément-là, parce que c'est un point de tension de deux philosophies différentes, de soit assurer que les élus aient la majorité pour ne plus avoir à discuter, ou au contraire, on élit des élus qui sont en fait des représentants, qui seront ceux qui pourront discuter à notre place, de telle manière à faire remonter les informations pertinentes et pouvoir discuter et arriver à des décisions ensemble. Donc ça aussi, c'est un point de tension qui est important. On a évoqué les questions de représentation des populations ou des territoires. Si on parle de représenter la géographie du pays, dans ce cas-là, effectivement, parler des communes rurales, c'est quand même 88%, vous l'avez dit, Cédric Sabot, de la géographie du pays. Si on parle des populations, évidemment, là, les communes urbaines semblent plus importantes, mais en fait,
les deux sont importantes. Est-ce qu'on va prendre plutôt l'un ou plutôt l'autre? Si on fait comme aujourd'hui des systèmes à deux niveaux, il faut s'attendre à des cas paradoxaux. Nous avons discuté des votes nominatifs ou des listes fermées. On a vu que dans le cas des votes nominatifs, les électeurs préféraient s'exprimer nom par nom, en particulier dans les communes rurales où on sait de qui on parle. Mais ce n'est évidemment pas le cas des élus. On a remarqué que ce n'est pas juste une question de préférence, c'est une question aussi d'incitation à pouvoir être candidat la fois prochaine pour devenir maire ou faire partie du conseil municipal. Donc ça, c'est encore des questions de grands traits, de grande philosophie à discuter. On a parlé de ces différentes choses et il y a encore quelques petits points, je trouve qu'on a peu discuté. Est-ce qu'il y a des effets sur les alliances entre, alors j'ai du mal à dire les partis, ou en tout cas les différents projets avant le premier tour, avant le second tour, qui font partie des effets? Est-ce que, Jérôme, tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus? Oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait cette prime majoritaire qui est importante, c'est 50% pour les municipales. Là, je vais parler des municipales, fait que les listes entre les deux tours ont un très fort intérêt à s'allier. Et là, on observe. Alors, c'est ni positif ni négatif, c'est quelque chose qu'on observe. Il y a des négociations entre listes qui sont préalables aux fusions de listes. Pour rappel, parce que peut-être que vous ne savez pas tous, donc au municipal, chaque liste qui a eu au moins 10% des voix au premier tour peut se maintenir au second tour. Et chaque liste qui a eu au moins 5% des voix au premier tour peut fusionner avec une liste qui a eu au moins 10%. Et donc il y a des choses très intéressantes qui se passent derrière ces fusions. Par exemple, est-ce que ces fusions sont proportionnelles? C'est-à-dire, est-ce que le nombre de gens qui vont être sur la liste fusionnée est plus ou moins proportionnel au score qu'ont eu les différentes composantes de la liste fusionnée au premier tour? Oui, donc ça c'est quelque chose que les gens connaissent dans toutes les villes, hormis les toutes petites. À nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas bonne presse auprès des électeurs. C'est quand même pas loin du tripatouillage électoral. On vote d'abord pour quelqu'un, puis après ça, on s'aperçoit que il a fait alliance, il y a eu des trahisons, etc. Donc c'est quand même un truc. Quand on explique ça à l'étranger, où ça n'existe pas, je connais pas de pays où il y a des choses comme ça, on nous regarde vraiment avec des yeux ronds. Mais à l'étranger, il y a aussi des négociations entre partis et ils vont travailler ensemble de la même manière. Est-ce que ça, c'est un effet du fait qu'il y ait deux tours? Non, la négociation entre les deux tours, ça c'est propre à la Mais c'est parce France, qu'il y a deux tours chez nous et pas chez eux. Oui. Ah oui. Et donc, est-ce que ça, c'est un problème ou est-ce que ça fait partie des éléments normaux de la politique dans lequel on négocie? Parce que finalement, on se plaignait que la majorité empêchait de la discussion. Là, au moins, il y a de la discussion. Oui, il y a de la discussion, mais pas devant les électeurs et en contradiction souvent avec leur vote. D'accord, il manque un peu de transparence vis-à-vis des électeurs. Mais je voudrais dire, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le problème des diverses compétences. Il y a diverses choses à régler et pour des raisons pratiques, techniques, des choses relèvent de différents niveaux. La défense nationale, ça se règle au niveau national ou peut-être au niveau européen, d'accord ? Mais ça ne se règle pas au niveau de la commune, d'accord ? Ni au niveau du département. Et cette répartition des compétences, évidemment, il y a une certaine logique qui veut toujours remonter les niveaux. Dire « Ah mais c'est mieux de voir les choses de haut ». D'accord ? Et cette logique existe, mais il y a une logique inverse qui dit « Ah mais non, il faut toujours voir les choses du bas parce que les informations qu'on a sur le bas sont plus précises. Les gens du terrain connaissent la réalité du terrain, les autres, ils n'ont aucune connaissance statistique. » Et donc cette affaire-là, je pense, irradie tout notre débat. En particulier, le fait, et c'est une réalité que j'entends tout à fait, qu'on a un expert de trésor national, c'est tous ces gens de bonne volonté qui travaillent dans les associations, mais surtout dans les conseils municipaux, et notamment les gens qui prennent des responsabilités dans les conseils municipaux, les adjoints qui s'impliquent vraiment et les maires.
hein. Donc, on a ça. Il faut un peu se garder de prendre simplement un point de vue, hein, dire « Ah, mais c'est mieux, évidemment, si on pouvait régler les choses au niveau du département, c'est mieux parce que les routes, elles traversent les communes, donc on ne peut pas se contenter d'un... » Oui, c'est vrai, mais quand même, les gens dans les communes, c'est eux qui savent exactement quel problème crée le fait d'avoir ou non un contournement, je ne sais pas. Donc on est en permanence dans cette dialectique. Et il y a quand même un point, c'est que cette répartition des compétences, j'ai l'impression qu'elle est amenée à changer, tout simplement parce que le monde change, hein. Par exemple, les transports, ça a changé depuis l'époque où on disait qu'un département, il fallait aller d'un bout à l'autre en une journée de cheval. Bon, oui, mais ça, c'est plus la vérité, hein. Les questions d'enseignement, ça a changé aussi. Les questions plein de questions ont changé. Ça n'empêche qu'il y a toujours, comme je disais, des trésors de compétences locales et de bonne volonté aussi. Mais il faut quand même admettre que les choses changent, hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des études longues, hein. Et ben, c'est assez logique que les compétences soient, au fur et à mesure qu'on passe du niveau primaire, secondaire, universitaire, à des niveaux géographiques supérieurs. Il y a une logique là-dedans. Donc différentes compétences qui elles-mêmes ont des échelles différentes, donc il est logique de décider à des échelles différentes. Et d'autres questions ont été posées pour savoir quelle taille de commune finalement pourrait s'inspirer de l'exemple lyonnais. Est-ce que vous vouliez réagir, Mathieu Viérat ? Moi, je voulais juste rebondir sur la question des fusions de listes. En fait, la question des fusions de listes, elle est intimement liée au mode de scrutin qu'on choisit. La question des fusions de listes, elle existe parce qu'il y a la prime majoritaire. Si demain vous faites un scrutin complètement proportionnel, alors on part dans un système à l'allemande où on va faire un premier tour, on va avoir des élections, une assemblée à la proportionnelle, et les partis négocieront, enfin les élus négocieront ensuite. C'est deux choix. En France, on a une volonté, je dirais, historique, qui est en plus particulièrement est arrivée avec De Gaulle, c'est le fait majoritaire. C'est je suis majoritaire, je dois pouvoir faire ma politique. C'est tous les outils qu'on vit d'ailleurs, je dirais, actuellement encore plus dans cette période de parlementarisme rationalisé, où on voit bien que en fait, un gouvernement, l'objectif c'est quand même qu'il puisse appliquer sa politique, même des fois quand la majorité elle est fragile, voire inexistante. Et donc la question, elle est complètement liée en fait. Et vous pouvez pas, demain, supprimer l'autorisation de fusionner des listes, si on ne supprime pas en parallèle la prime majoritaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que, moi, je vais prendre un exemple. Vous regardez à Lyon. À Lyon, nous avons eu des listes séparées au premier tour. Parce qu'il y a, c'est bien connu, je dirais, à gauche, il y a quand même plus de nuances de partis politiques qu'il n'y en a à droite. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui un peu ce qu'on voit avec... aujourd'hui, notre majorité correspond quasiment peu ou prou aux composantes du nouveau Front populaire qui existe à l'échelon national. Nous avons fusionné dans l'entre-deux tours. Je ne crois pas que ce soit une trahison des électeurs. La preuve, c'est qu'en 2024, on se présentait de manière commune aux législatives. Et on s'est présenté de manière commune dans chacune des 4 circonscriptions de Lyon. Moi, d'ailleurs, dans ma ville, à Dessines-Charpieu, j'étais sur une liste d'Union de la gauche dès le premier tour. Donc les stratégies, effectivement, elles divergent en fonction des équilibres, des fois municipaux, des dynamiques qu'il y a. Mais à mon sens, on ne peut pas dire que la fusion est forcément du tripatouillage, parce que la fusion, c'est le résultat de cet objectif d'avoir une prime majoritaire. Demain, si on supprime la prime majoritaire, alors dans ce cas-là, il y a de la proportionnelle, et vous avez du coup des partis qui vont pouvoir s'allier. En revanche, vous êtes certain que vous n'aurez pas... vous aurez une majorité qui sera plus compliquée à atteindre, puisque la prime majoritaire, justement, elle donne cette majorité à la liste arrivée en tête, même si cette dernière n'a fait que 40% dans les scrutins. Mais il est quand même possible, on l'a vu tout à l'heure, que même avec une prime majoritaire, on n'atteigne pas une majorité à la sortie.
Ça, c'est possible dans les intercommunalités, effectivement, parce qu'on a les annulations les mécanismes d'annulation de primes majoritaires entre circonscriptions. En revanche, j'avais calculé ça dans le cadre d'une région, je crois, pour qu'une région, donc avec une prime majoritaire de 25%, pour qu'il y ait l'hypothèse, pour qu'il y ait une liste arrivée en tête qui ne soit pas majoritaire à l'arrivée, c'est une hypothèse de 4 listes au second tour, où la liste arrivée en tête fait moins de 33% des voix. Et là, du coup, on rentre dans un autre débat philosophique. Mais parce qu'en fait, la question du mode de vote, c'est un débat philosophique de l'organisation politique qu'on va avoir. Et c'est ça, moi, que je trouve hyper intéressant dans les sciences politiques. C'est que c'est un débat sur quel mode d'organisation, nous, société, on se fixe collectivement. Et du coup, est-ce qu'on souhaite qu'une liste qui est certes arrivée en tête, mais qui a eu moins d'un tiers des suffrages exprimés, est-ce qu'on souhaite qu'elle puisse gouverner à elle seule, ou est-ce qu'on trouve logique qu'elle soit obligée de s'allier avec, dans ce cas-là, une liste, pourquoi pas arriver deuxième? Puisque le cas, moi j'avais calculé, c'est imaginons 32, 31, du coup si on fait 23 ou 22, enfin voilà, il faudrait le total pour arriver à 100, mais en gros une fois que vous faites ça, là dans ce cas-là, effectivement la liste qui est en tête, elle n'a pas 50% des sièges. Mais il lui suffit de négocier un accord programmatique, et ça se fait en Allemagne tout le temps. On en parle souvent, mais le modèle allemand, et dans beaucoup de pays européens, moi j'ai beaucoup regardé l'Allemagne effectivement, mais et les alliances ne sont pas du tout les mêmes quand vous passez d'un land à l'autre, ou quand vous allez dans différentes villes, vous avez des alliances des fois CDU, SPD, donc en gros qui correspondraient un peu à LREM, PS chez nous, et puis après des fois vous avez des grandes coalitions, ou des fois vous avez du coup une coalition uniquement de gauche. Donc deux philosophies différentes? D'autant plus que, si je comprends bien, dans la pratique actuelle des intercommunalités, les clivages politiques ne sont pas si importants. Et en fait, elles peuvent fonctionner sans qu'il y ait besoin qu'un parti politique ait la majorité dans ces... Donc, je ne vois pas trop de difficulté à ce que les représentants... à l'intercommunalité, soit lié à la proportionnelle. L'argument standard de il n'y aura pas une majorité automatique s'applique à mon sens très peu dans ce cas-là. Et alors, est-ce qu'on est arrivé à un consensus que cette prime majoritaire n'avait pas de sens? Cédric, vous êtes d'accord? Je ne vais pas me défausser, mais je me sens moins concerné par cette question-là, pour les raisons que j'ai évoquées au début. Et que la question, parce que Jean-François a eu raison d'évoquer le lien, on pourrait faire à partir de votre question et à partir du mode de scrutin tous les débats sur la question des compétences, etc. Mais moi je reviens aussi sur la question du contexte général, c'est comment est-ce qu'on rend possible l'élection des représentants, quel que soit l'outil utilisé. Et ça là-dessus, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Alors je fais référence à un chercheur lyonnais qu'on aime bien chez nous, c'est Olivier Amand, et le modèle communal, en particulier rural, c'est celui que je connais le moins mal, il est éminemment robuste, alors qu'il est soumis à d'énormes pressions, à la fois par l'électeur local, parce que moi j'aime pas cette formule qui est vieille, mais qui est signifiante de dire il est à portée de baffe, mais c'est pas ça le sujet. Vous dites le monde change, et le monde rural change beaucoup aussi. Moi, ce qui me marque aujourd'hui sur les 4-5 dernières années de l'évolution de notre société, le Covid aidant, mais pas que, et je ne pense pas que ce soit ça le principal facteur, les gens ont besoin d'un marqueur de considération. Et aujourd'hui, le mode communal, et je m'affranchis de ma spécificité rurale, est le meilleur mode aujourd'hui pour adresser ce message de considération et d'attention. L'élu local, tous les jours, il entend « je sais que tu ne peux pas régler mon problème, mais au moins tu m'entends et tu m'écoutes ». Et voilà. Et donc cette question-là du mode de scrutin, on voit qu'on peut le perfectionner, qu'on peut l'amender, etc. Mais je pense encore une fois que la question des conditions globales du fonctionnement de notre démocratie, sur est-ce qu'on rend les choses possibles, pourquoi je dis qu'il est robuste plus que performant. Et moi j'interroge, dans le cadre des GECO, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter, interrogeons-nous collectivement sur comment cette lecture plutôt libérale de l'économie est venue par les mécanismes institutionnels et par la prédominance de notre technostructure jacobine, venue imposer au mode d'organisation territoriale des logiques économiques
que je résume sur la question, tout simplement la question de la concentration. C'est-à-dire que moi, mon souci, c'est la concentration du pouvoir, la concentration des moyens financiers, l'allocation, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une hiérarchie des territoires, ce qui permet d'éviter le piège de l'abandon dans lequel certains aiment bien tomber, y compris dans les ministres. Il n'y a pas d'abandon du monde rural, mais il y a un traitement moindre. Et qu'aujourd'hui, je reviens au sujet, la commune est le seul des 3 niveaux de collectivité à avoir la clause générale de compétence. Mais moi, mes élus, ils me disent quoi? À quoi ça sert d'avoir la clause générale de compétence si je ne peux pas l'exercer? Et j'ai beau être bien élu, mieux élu, j'ai pas simplement la question de l'argent. Bien sûr qu'il y a cette logique de concurrence entre les territoires. Vous avez cité l'armée, mais on pourrait citer l'accès aux soins. Les maires de grandes ou de petites villes, ils se tirent la bourre pour prendre le médecin, pour construire la plus belle maison médicale, etc. Bon. Donc cette question-là, elle est pour nous essentielle. C'est quoi le cadre collectif qu'on souhaite? Le mode de scrutin, il y a sans doute des perfections à apporter. Nous, on propose de moderniser, je vais le dire comme ça, la question sur l'ensemble des communes, notamment parce que, peut-être ça viendra dans les questions, mais nous, on est beaucoup adressé, et c'est parmi les motifs principaux, par exemple, pour essayer de transformer l'outil intercommunal en collectivité, c'est notamment pour la question de la parité à l'intérieur des conseils communautaires. Très bien, mais on peut très bien y arriver autrement, sur les méthodes de désignation, de fléchage, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'intérieur des désignations des conseils municipaux, on peut très bien flécher et de faire en sorte qu'il y ait une condition pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans la liste, etc. Donc cette question-là, on peut la traiter autrement. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup là-dessus, il y a beaucoup d'autres sujets connexes à la question du mode de scrutin, et qu'aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est que s'il y a un paradoxe entre cet échelon communal, et en particulier rural, où il y a une très forte adhésion de la population, qui se manifeste notamment par la question de la participation différenciée positive. Et encore une fois, je cite l'étude du CNRS de 2014, qui était une étude mondiale, hein, qui montrait que moins la population est importante, plus la participation électorale est forte. Et c'est pour ça que moi, j'invite les amis urbains à se poser la question de comment est-ce qu'on fait que, indépendamment des moyens que vous gérez, qui sont considérables à l'échelle d'une métropole, il y a la question de la lisibilité. Et j'ai participé à titre personnel à une réunion avec des élus communaux à Lyon. Ouais, j'arrête. Eux-mêmes ne savent pas expliquer la partition entre ce que fait la métropole et ce que fait la commune à l'échelle d'une ville de 500 000 habitants. C'est quand même pas une paille. Bon. Et puis de l'autre côté, cette question de la continuité dans l'action publique que j'évoquerai peut-être plus tard. Je vous remercie. Donc, pour résumer, on est venu ici à discuter d'un sujet qui semblait être une tête d'épingle, uniquement le mode de scrutin des municipales et de l'intercommunalité. Et finalement, on se rend compte que ça vient mettre en évidence un débat fondamental qui vient opposer des modes de décision publique qui sont soit majoritaires, peut-être plus efficaces, plus concentrés, qui permettent d'éviter le débat et donc d'aller plus vite vers une décision, ou encore de l'autre côté, des décisions qui reposent sur un débat au sein d'assemblées élues à la proportionnelle, qui prendront plus de temps, mais peut-être que si on déconcentre et qu'on va au niveau plus local, on sera peut-être pas à portée de baffe, mais au moins à portée d'oreille, et entendre les gens. En tout cas, on a pu l'entendre. C'était un marqueur de considération et c'était essentiel. J'espère qu'en tout cas, cette session vous aura permis de faire le lien entre ces petits détails techniques de mode de scrutin et ces grands débats de société. Vous pourrez réécouter cette session sur le site des GECO. On en a déjà parlé, mais il y a eu d'autres sessions qui ont porté dans le cadre des GECO des années précédentes sur les différents modes de scrutin, sur le pouvoir dans les intercommunalités. Vous pouvez encore les visualiser. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.